m'appelle Gatien Gandier, je suis sapeur-pompier déjà depuis un petit moment, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai 2 petites filles. Je suis officier pompier depuis une dizaine d'années et donc en tout ça fait à peu près 15 ans que je suis pompier. Donc c'est un domaine dont je peux parler assez facilement puisque j'ai fait mes études en fonction de ça, on va peut-être en reparler dans les questions. Et derrière, je serai amené à répondre à vous, à vos questions, ce que vous voulez savoir sur le métier de pompier. Il n'y aura pas de secret, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, j'essaierai d'y répondre le plus sincèrement possible et vous aider à vous projeter si jamais il y a des futures vocations ici, et bien tant mieux. Alors pour vous, c'est quoi un sapeur-pompier? C'est quoi les missions des pompiers? Sauver les personnes. Sauver les personnes, oui. On fait ça tous les jours. Éteindre les feux, sauver les personnes, oui. Les citoyens. Oui, de façon générale. On répond aux missions donc, de sécurité civile. Donc on a du secours à personne, comme vous l'avez dit. C'est la plus grosse partie de notre métier, c'est le secours à personne. Ça représente plus de 80% de nos interventions. Ça va de la personne qui est en danger de mort imminente, suite à un accident, suite à un problème de santé ou un problème de la vie de tous les jours, donc quelque chose de grave et d'urgent, jusqu'à des personnes qui sont dans la société et qui ont des problèmes sociétaux. On intervient sur tout ce panel de situations et c'est pour ça qu'on a une grosse partie de notre métier qui est vouée au secours à personne. Ensuite, vous l'avez dit, on éteint des feux, donc toute la partie incendie. On n'a pas que le fait d'éteindre les feux, on a aussi toute la partie prévention en amont des feux. Donc on essaie de prévenir quand il y a des bâtiments publics, comme ici, comme dans votre école. Votre école doit respecter des normes et des normes de sécurité, avec des moyens de secours, c'est-à-dire on fait tout pour éviter qu'il y ait un incendie qui se développe, et si jamais il se développe dans un endroit, on fait en sorte qu'il y ait des outils qui vont nous permettre de travailler avant même que les pompiers arrivent. Vous avez un exemple de ce que je dis ou pas? Ouais. Par exemple, l'extincteur, c'est moyen de secours. L'alarme incendie. Tout ça, ce sont des petites choses qu'on met en place dans les bâtiments pour éviter ça. Une fois que le feu il est établi, de toute façon, on nous appelle. Ça représente à peu près 15 à 20% de nos interventions. Donc ça fait à peu près le distinguo avec ce que je vous disais avant. D'accord ? Sachant qu'on a aussi d'autres missions qui sont un peu plus rares, mais on en a quand même, puisqu'on a des spécialités, que ce soit sur le risque naturel, puisque tout ce qui est feu de forêt, inondation, ici on est concerné, dans le sud de la France, par ces risques-là. Ça, c'est une spécialité propre aux pompiers, exclusive. Donc à la fois la réalisation avec les communes des plans de prévention, puisqu'on fait des plans de prévention, des risques naturels, des risques technologiques. Tout ça, ce sont des plans qu'on fait pour organiser les secours quand on se retrouve dans une catastrophe naturelle. On a également toute la partie chimique, donc NRBCE, ce que l'on appelle, donc le nucléaire, bactériologique, chimique, radiologique. On intervient aussi lors des attentats, même si c'est la seule intervention pour laquelle nous ne sommes pas, les pompiers, les chefs sur les lieux. Grosso modo, en tant que commandant des opérations de secours, c'est nous qui dirigeons toutes les interventions. Dès que vous voyez des pompiers dans la rue, c'est le plus gradé qui prend la responsabilité de l'intervention. On arrive, il y a une situation qui est anormale. Notre boulot, c'est de faire en sorte qu'elle redevienne normale. Ok ? Et tout ce qu'il y a au milieu, c'est les pompiers qui décident de comment ça se passe. Et quand il y a un attentat, c'est la seule intervention où là, par contre, c'est pas nous qui dirigeons l'intervention, c'est les forces de police. Voilà, c'est une petite particularité. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, ça, on a fait un petit peu alors, je détaille pas, mais on fait aussi les animaux blessés, on fait tout, beaucoup d'interventions diverses, ce qu'on appelle des opérations diverses chez nous. Les accidents de la route, mais ça rentre dans le secours à personne, même s'il y en a beaucoup. Voilà un petit peu les missions. Est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre un sapeur-pompier professionnel et un sapeur-pompier volontaire? C'est qu'il ne fait pas son plein temps dans les chez les pompiers. Ouais. Ça de semaines sont moindres que un professionnel. Oui, et pourquoi? Parce que les volontaires, sinon c'est demandé. Non. Non, mais c'est parce que c'est lui qui s'engage en tant que volontaire, mais pas professionnel. C'est un autre métier à côté. Voilà. La grosse différence qu'il y a entre un sapeur-pompier professionnel et un sapeur-pompier volontaire, c'est pas du tout sur les missions. Les pompiers volontaires, comme les pompiers professionnels, ont les mêmes missions. Il y a les mêmes grades,
Alors chez les officiers, il y a quelques petites distinctions, mais grosso modo, c'est les mêmes grades. Sur intervention, vous ne verrez aucune différence entre un sapeur-pompier professionnel et volontaire. C'est les mêmes formations, c'est les mêmes missions, c'est les mêmes personnes. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il y en a un, le sapeur-pompier professionnel, c'est son métier d'être pompier. Donc il fait ça tout le temps. On verra après les rythmes de travail, puisqu'il y a différents rythmes de travail chez nous, dans notre corporation. Et le sapeur-pompier volontaire, lui, comme il a un métier à côté, forcément il donne moins de disponibilité. Donc tu as raison, effectivement, c'est difficile de donner plus de disponibilité quand on a un métier à côté. Mais sinon, c'est la même chose. Il n'existe pas de sapeur-pompier bénévole. Des fois, on a tendance à faire la confusion entre un sapeur-pompier volontaire et bénévole. Bénévole, ça veut dire qu'on fait ça sans aucune rémunération, ce qui n'est pas le cas des sapeurs-pompiers volontaires. Les sapeurs-pompiers volontaires touchent des indemnités. Ce n'est pas un salaire, puisque ce n'est pas un travail, pas considéré comme un travail au sens du code du travail, mais ils reçoivent quand même des indemnités. Ok ? Quelle est votre formation? Alors, quelle est ma formation? Alors moi, j'ai été à l'université après avoir passé un bac scientifique. J'ai fait 2 ans d'études dans la biologie. Donc à l'époque, ça s'appelait un DUG de biologie, un bac plus 2. Et ensuite, j'ai fait une licence TAPS, donc du sport, mention entraînement sportif. Quelqu'un que vous connaissez dans les lieux, je crois. Donc voilà, en fait, mon niveau d'études m'a permis de pouvoir accéder à un concours pour devenir officier. C'était mon objectif. J'étais déjà pompier avant, je savais depuis longtemps que je voulais être pompier. Donc j'ai suivi le cursus d'un pompier classique, à savoir, j'ai fait l'école des jeunes sapeurs-pompiers. On peut rentrer à partir de 13 ans dans l'école des jeunes sapeurs-pompiers. Alors c'est une école qui est en parallèle de votre cursus scolaire. Je le précise parce que c'est pas, on n'enlève pas un élève pour le mettre que dans une école qui apprend le métier de pompier. C'est pas ça, c'est en plus de votre cursus scolaire classique. On apprend le métier de sapeur-pompier. Ensuite, j'ai été sapeur-pompier volontaire, le temps de faire mes études, et ensuite professionnel à l'issue de mes études quand j'ai passé mon concours. Pourquoi? Parce que sapeur-pompier, c'est un métier de la fonction publique. La fonction publique, c'est le service public, on va rester là-dessus. La fonction publique, pour y rentrer, pour travailler dans la fonction publique, il faut passer des concours. Voilà. Et en fonction du niveau d'études qu'on a, on peut passer tel ou tel concours. Moi, mon niveau d'études m'a permis de passer un concours pour rentrer officier. Et donc je suis rentré lieutenant d'abord, et ensuite j'ai passé un 2e concours pour arriver au grade de capitaine. C'est ce qu'on a ici, les grades. Ok ? Le parcours est-il classique ou est-ce qu'il y a d'autres façons d'accéder à votre poste par d'autres voies? Alors il y a, j'allais dire, plein d'autres façons d'y accéder. Moi j'ai un parcours plutôt classique. Il y en a un deuxième qui est classique, c'est l'IUT, hygiène et sécurité civile, puisque ça traite quand même des problématiques qui sont en lien avec nos missions derrière de sécurité civile. Néanmoins, à partir du moment où vous avez un certain niveau d'études, quel qu'il soit, vous pouvez prétendre à tous les concours de la fonction publique. Ce qui veut dire que peu importe le bac ou le niveau que vous allez avoir derrière d'études, si vous voulez présenter un concours de la fonction publique, c'est un niveau scolaire. On a des chimistes, en fait c'est ça qui est riche dans notre métier, d'ailleurs ça peut compléter la première question, c'est qu'en fait on a un métier qui est très diversifié, on fait de tout. Prenez mon exemple, moi j'ai fait de la biologie, ensuite j'ai été dans l'entraînement sportif, j'ai passé mon concours d'officier, et ma première fonction en tant qu'officier, ça a été de faire tourner le service formation, le service départemental d'incendie et de secours. Ce qui fait que j'ai fait la formation pendant 5 ans. Ensuite, j'ai muté dans un autre SDIS, puisque les pompiers sont gérés au niveau du département, service départemental d'incendie et de secours. Donc j'ai muté dans un autre département, et là j'ai fait des ressources humaines pendant 3 ans. Et aujourd'hui, là, sur le poste sur lequel je suis responsable du service innovation et nouvelles technologies. En fait, chez les pompiers, il y a plein de métiers. Vous avez les sorties de secours, une mission dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les pompiers qui sont en garde, c'est-à-dire en caserne ou au BIP d'astreinte. Et donc ceux-là, ils sont dans un régime de travail qui est cyclé. Ça veut dire qu'il prend une garde, ensuite il se repose. Il prend une garde, ensuite il se repose. Ça s'appelle un rythme cyclé. D'accord ? Ça peut être du 24 heures de garde, 48 heures de repos. C'est ce qui est le plus répandu en France.
Ça peut être des gardes de 12 heures, ça peut être, voilà, en fonction des régions, c'est un peu différent. Et quand on est officier, on se détache un petit peu du terrain, puisqu'on a moins d'interventions, puisqu'on monte moins dans les camions. On se déplace que s'il y a une grosse intervention. Moi, je me déplace que lorsque on commence à arriver à 25-30 pompiers sur les lieux. Ça veut dire que c'est une intervention qui est dimensionnante. Et je peux monter jusqu'à une centaine de pompiers sous mes ordres sur intervention. Okay. Et à côté donc, de cette partie-là, j'ai tout un service, une partie administrative à développer. Donc aujourd'hui, c'est l'innovation et la nouvelle technologie. Donc ça s'écarte un petit peu du terrain, mais du coup, ça ouvre les horizons pour le métier. On va aller chercher, on va essayer de développer du nouveau matériel, on va essayer de développer des nouvelles formes de management aussi entre nous, nouvelles formes d'organisation des gardes, des casernes, etc. Très bien. Donc on ne se détache jamais quand même réellement du terrain à 100%. Non. Même le directeur départemental, qui est quasiment que administratif, il a toujours une partie opérationnelle. Même si un pompier il est dans les bureaux, il a un recyclage chaque année et il ne quitte jamais vraiment l'opérationnel. Dans quel environnement votre métier peut-il se réaliser? Dans quel environnement mon métier peut-il se réaliser? Environnement de travail. Où travaillez-vous? Eh ben on a donc je le disais, c'est le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. Ok, ça c'est la direction, c'est l'état-major. Donc c'est sur tout le périmètre du département. Vous ici, c'est le GAR. Okay. Et ensuite, on décline au niveau territorial toutes les casernes. Donc il y a un maillage territorial qui est fait avec plusieurs casernes. Et à l'intérieur des casernes, on retrouve des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Au niveau de la direction, on a tous les services. Je vous disais tout à l'heure qu'on a plein de métiers différents. Rien que dans l'entité du service départemental d'incendie et de secours, on va retrouver toute la partie donc, ressources humaines, mais aussi la partie juridique. Il y a des services juridiques. On a des services de patrimoine, on a des services logistiques. On reçoit tous les appels aussi. Vous savez combien il y a d'appels par an? Combien de fois on appelle les pompiers? 16 millions. Et vous savez combien il y a d'interventions? Toutes les combien il y a une intervention par an en France? Toutes les 10 minutes? Toutes les 7 secondes. En France? Oui. Une intervention toutes les 7 secondes en France. Et oui, malheureusement, c'est un métier d'avenir. Donc ça, c'est la partie bureau. Alors, comment? Ça, c'est la partie bureau. Vous y êtes la majorité de votre temps dans la partie bureau. Oui, en fait, on est organisé. Donc là, je vais parler pour moi en tant qu'officier, puisque je vous ai dit, il y a deux rythmes de travail. Il y a le rythme de travail donc, pour les pompiers qui sont en garde, qui est en rythme cyclé. Donc, ils font des gardes, ils se reposent, ils font des gardes, ils se reposent. D'accord? Et il y a la partie officier où on a des astreintes ou des gardes. Ça arrive, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Moi, j'ai les deux. J'ai des semaines d'astreinte. Donc, pendant une semaine, je suis mobilisable tout le temps, chaque minute de la semaine. On peut m'appeler jour et nuit pour une intervention. Mais forcément, moi, je vais me sortir moins que ceux qui sont en caserne parce que, je vous l'ai dit, il faut que ce soit une opération qui soit dimensionnante. Donc, il faut qu'il y ait un vrai risque ou quelque chose de particulier ou vraiment un gros feu pour que je me déplace. D'accord ? Et ça, à côté de ça, moi, je suis au bureau tous les jours avec des horaires de bureau classiques. Alors, moi, je m'organise comme je veux dans ma semaine, mais ce qu'on appelle le service hors rang, on n'est pas dans les rangs dans les casernes. On a une grosse partie administrative et on est dans le bureau en journée. Bon, sinon, la question de l'environnement, les pompiers peuvent intervenir absolument partout, je suppose, oui. D'une façon générale, à la mer, à la montagne, en ville. Alors, il y a quelques domaines qui sont réservés, mais on y est quand même. Je prends un exemple, la montagne, puisqu'on a parlé de la montagne. La montagne, c'est un domaine. Je vais m'asseoir, je peux pas. On a parlé de la montagne. La montagne, vous savez sûrement que c'est normalement le PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, qui gère le secours en montagne. Et bien, on a aussi les pompiers qui sont spécialisés et qui ont les mêmes formations que le PGHM. Donc, on intervient vraiment partout, dans tous les domaines. Et s'il y a un problème auquel on n'a pas de réponse au niveau étatique, on appelle les pompiers.
prends un exemple, pendant la crise du Covid, il fallait faire des centres, il fallait vacciner la population. On s'est retourné vers la première force de sécurité civile en France, les pompiers. On s'est mis à faire des vaccinodromes et à vacciner la population, alors que ce n'est pas du tout dans nos missions de base. Mais c'est vrai qu'on a un modèle, en France, on a un modèle de sécurité civile, donc du pompier, qui est reconnu dans le monde entier. On va former dans beaucoup de pays. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on appuie sur un bouton en France, on peut voir 100, 150, 200 personnes spécialisées, donc des pompiers, qui arrivent sur une intervention et qui vont gérer la crise pour faire en sorte que la situation redevienne normale. Et on peut mobiliser jusqu'à 300, 400 personnes en 1h30, 2 heures. Il n'y a aucun pays dans le monde qui peut prétendre être à la hauteur de ce qu'on peut faire nous aujourd'hui, là-dessus. Alors c'est un modèle qui est fébrile, puisque c'est grâce au volontariat, c'est grâce aux sapeurs-pompiers volontaires, puisque est-ce que vous savez combien il y a de pompiers en France ? 250 000. Oui, oui. On a à peu près 50 000 militaires, donc les pompiers de Paris et les pompiers de Marseille. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins-pompiers de Marseille, ce sont 2 corps qui sont militaires. C'est historique. Donc c'est les seuls pompiers en France, à Paris et à Marseille, qui ont le statut de militaire. Tous les autres sont fonctionnaires. Je vous disais tout à l'heure, moi je fais partie de la fonction publique territoriale. Ok. Donc il y a 250 000 pompiers. Il y en a 50 000 pompiers qui sont militaires, et vous avez sur les 200 000 qui restent, à peu près 80% qui sont des sapeurs-pompiers volontaires. C'est-à-dire qu'on est, pas exclusivement, mais on est en très grande partie composé de sapeurs-pompiers volontaires. Et c'est ce qui fait la force de notre modèle de sécurité civile, parce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas professionnaliser tout le monde, ça coûterait beaucoup trop cher à l'État d'embaucher 250 000 personnes comme ça, enfin 170 000. Mais avec le modèle de volontariat qu'on a aujourd'hui, les sapeurs-pompiers volontaires, on est capable de répondre à tout moment et partout sur le territoire. Voilà, pour répondre à votre question, on intervient vraiment partout, à toute heure, à tout moment, normalement, peu importe là où vous soyez. À partir du moment où il vous arrive quelque chose en France, vous êtes à moins de 10 minutes d'une équipe pompier spécialisée, d'un médecin qui peut venir vous secourir. Et ce, n'importe où sur le territoire. Et si on a un problème d'accessibilité, on dispose d'hélicoptères pour y aller. C'est beau. C'est le modèle français. Votre métier nécessite-t-il des déplacements? Je pense qu'on y a répondu. Alors, oui et non. Oui et non, parce qu'un pompier n'est pas obligé de se déplacer. Il peut très bien rester dans la même caserne, ça va être compliqué. S'il a un bon service ressources humaines, il ne restera pas dans la même caserne tout le temps. Mais il peut rester dans le même département. Pas obligé de faire comme moi, grosso modo. Moi, j'aurais pu rentrer, parce que je suis originaire de Montpellier, j'aurais pu rentrer pompier à Montpellier et rester dans l'Hérault, et faire ma carrière dans l'Hérault. Je n'ai pas voulu faire ça, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on passe officier, on passe des concours, eh ben, on est amené à postuler un peu au gré des envies des collectivités territoriales, puisque c'est le département, comme je dis, c'est le département qui décide de recruter ou pas les pompiers. Donc s'il veut bien recruter, c'est bien. S'il ne veut pas recruter, ben, il faut aussi savoir postuler ailleurs. Donc on peut faire la même carrière dans le même département. Et si je dois compléter la question pour les déplacements, on peut être amené, ça se passe, on est amené régulièrement à partir en renfort, que ce soit dans un autre département, voire à l'international. Cette année, le SDIS de l'Hérault, en tout cas, a participé à beaucoup de renforts internationaux. On est parti au Chili, on est parti au Canada, on est parti en Australie, on est parti un peu partout. Dès qu'il y avait des problèmes ou des gros feux, on est parti en renfort là-bas pour apporter justement notre expertise et notre soutien sur le terrain. Que préférez-vous de votre profession? Quels sont les avantages? Qu'est-ce que je préfère dans ma profession? Me sentir utile. C'est quelque chose qui m'a toujours animé, c'est-à-dire que depuis toujours, j'ai toujours eu cette vocation à aider les autres et à vouloir aider les personnes qui m'entouraient. Donc ça, c'est un petit peu la fibre que j'ai de base humaine, qui m'a poussé à faire beaucoup de formations notamment et qui m'a poussé dans ce métier-là. Il y a vraiment ce côté se sentir utile parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est simple, un pompier, quand ça arrive, c'est que ça ne va pas. On nous appelle parce que ça ne va pas. Donc notre boulot, c'est de faire en sorte que ça aille mieux. Sinon, ça ne sert à rien qu'on y aille.
Et c'est ce côté, se sentir utile, qui m'a toujours animé et qui m'anime toujours. En fait. Quand j'aurais plus envie d'aider, je changerais de métier, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et la deuxième partie de la question, c'était quels sont les avantages? Quels sont les avantages? Après, on a la question inverse. Est-ce qu'il y a des avantages à être pompier? Il faut que vous ne pouvez pas faire sapeur-pompier pour des avantages. Il faut faire ça par vocation, parce qu'on a envie et parce qu'on aime ce qu'on fait. Ou alors les gens ne restent pas très longtemps. Bien sûr qu'il y a des avantages, mais ce que moi je vais considérer comme un avantage, peut-être que ça va être un inconvénient pour vous. Être au contact permanent de la population, je trouve que c'est un avantage. Peut-être que ce sera un inconvénient pour d'autres personnes. Comme avantage, il y a se sentir utile, pour moi c'est un avantage. On a toujours l'impression que ce qu'on fait, il va y avoir une utilité derrière pour la population. Ça c'est un réel avantage aussi. Ensuite, on fait partie des services publics quand même où on a une rémunération qui est correcte pour la fonction publique. Donc dans l'ensemble, il y a des rythmes de travail aussi, là, ça peut être un avantage aujourd'hui. Quand vous dites à un sapeur-pompier en caserne qui est cyclé, est-ce que c'est avantageux d'être cyclé? Il va répondre oui, parce qu'il fait 24 heures de garde, mais après pendant 48 heures, il est chez lui. Donc c'est un avantage d'avoir, au final, il va travailler 2 à 3 jours maximum par semaine. Mais en désavantage, par contre, le week-end, la nuit, tout ça, lui, il ne connaît pas les jours fériés, les vacances, c'est un jour normal. Vous voyez? Donc ce qui est un avantage pour quelqu'un n'est pas forcément pour un autre. Mais oui, il y a quand même plein d'avantages à être pompier. Enfin, en tout cas, je le pense. En nature, peut-être? Des avantages en nature On a quelques avantages. On a des chèques vacances, des tickets restaurants. Enfin, si c'est de cet ordre-là, la question, oui, des avantages en nature. Moi, j'ai un véhicule de service. C'est pas grandiose, c'est pas... Non, c'est pas... Ça reste le service public quand même. Hein. Donc la fonction publique. C'est Très bien. Alors, la question est... À l'inverse, quels sont les aspects les plus difficiles de votre profession? Il y en a quelques-uns quand même. Eh bien, c'est d'être confronté à la misère de la population, parce que, comme je l'ai dit à l'instant, quand on nous appelle, c'est que ça ne va pas. Donc on va forcément voir tout le temps des situations difficiles. On ne fait pas que des interventions où c'est difficilement supportable à la vue et tout ça, mais on est quand même confronté en général à des gens qui sont soit en panique, soit tristes, soit malheureux, soit en danger. C'est des situations qui sont assez négatives. Alors il y a la satisfaction derrière de faire en sorte que ça aille mieux, puisqu'on les prend en charge, on les soigne, on les stabilise et on les emmène à l'hôpital, ou bien on va stabiliser une situation où on va éteindre un feu, où on va aider des personnes parce qu'elles sont bloquées dans leur voiture parce qu'il y a une inondation. Tout ça c'est satisfaisant parce qu'on voit réellement à quel point on a besoin de nous. En revanche, ça peut être difficile à la longue et puis il peut y avoir certaines interventions aussi qui sont traumatisantes. Donc, ça fait partie des désavantages ou des situations un peu complexes. Après, pour la partie officier, ce sont des métiers où il ne faut pas compter les heures. Sur cette partie-là, l'avantage d'un pompier en caserne, c'est que lui, il sait qu'à la fin de la garde, c'est terminé, il rentre chez lui. Quand on a un chef de centre qui dirige une caserne, il va faire ses horaires de bureau tous les jours, mais il va être sollicité en quasi-permanence, le soir, le week-end, pendant les vacances. Ce n'est pas les mêmes métiers là. Donc quand on est officier, forcément on est payé, on a plus de responsabilités, donc on est mieux payé. Mais qui dit mieux payé dit aussi plus de responsabilités, donc forcément des contraintes horaires un peu plus importantes. Et une charge mentale qui vous suit quand vous êtes chez vous en vacances ou au week-end. Ça peut être un côté assez négatif. Est-il possible de donner une fourchette de votre salaire? Oui, je peux vous donner mon salaire. Alors, en fait, un salaire dans la fonction publique, ça s'appelle un traitement déjà, mais bon, peu importe, ça veut dire un salaire. Il est composé de différentes choses. On a un salaire fixe et on a des primes. Nous, comme on est un métier avec des responsabilités, avec des risques, on a des primes. On a un salaire qui est bien pour les fonctionnaires. Quand vous rentrez, de base, quand vous passez le concours de caporal, ça veut dire que vous n'êtes pas gradé, vous démarrez au bas de l'échelle hiérarchique. Vous pouvez passer ça avec un brevet des collèges, ça suffit. Vous rentrez dans le corps des métiers de sapeurs-pompiers, vous commencez à, je crois, 1 800 € net. Donc, pour un poste de fonctionnaire avec ce niveau d'études, c'est quand même
pas mal. Enfin, c'est le poste de fonctionnaire avec des niveaux d'études aussi bas, normalement, ça commence à peine plus que le SMIC. Pourquoi? Parce qu'on a pas mal de primes. Donc on a une prime de feu, on a des primes de responsabilité, on a, justement, je vous ai parlé des heures supplémentaires qu'on fait parce qu'on est souvent sollicité. On a, pareil, quand on passe cadre, on a une prime qui fait que, on dit, ok, on va te solliciter plus, mais on va mieux te rémunérer. Moi, aujourd'hui, je suis à 3 700 € net. Et je suis en milieu de carrière, j'ai 35 ans, donc je suis même plutôt vers le début je suis plutôt au début qu'à la fin. Et en fin de carrière, si je déroule ma carrière normalement et que je fais une évolution de carrière classique pour atteindre le grade de lieutenant-colonel ou colonel, après les salaires sont entre 5 et 6 000 € net, je parle en net à chaque fois par mois. Très bien. Au niveau des heures de travail, est-ce que vous avez une idée des heures que vous faites dans la semaine? Oui, alors il y a la théorie. Oui. Donc la théorie, c'est que de toute façon, un agent public ne peut pas dépasser les 1607 heures par an. Donc ça veut dire que les gardes des pompiers sont faites de façon à ce qu'on ne dépasse pas les 1607 heures par an. Ok? Ça fait 121 heures par mois, je crois. Il faudrait faire le calcul. Voilà. On est bien dans l'enseignement. Oui, c'est vrai. Mais alors moi je suis prévu j'ai un arrêté, puisque ce pas des contrats, ce sont des arrêtés dans la fonction publique, mais peu importe, on va dire dans mon contrat, il est prévu que je travaille 40 heures par semaine. Voilà. Mais comme je vous l'ai expliqué, ça varie. Mes horaires, alors moi j'ai l'avantage en tant qu'officier, c'est souvent comme ça, d'organiser mes journées comme je l'entends. Si je veux arriver à 9h, j'arrive à 9h. Évidemment, si j'ai une réunion à 8h, je ne vais pas arriver à 9h. Ça, c'est logique. Il n'y a pas d'impératif. Par contre, quand on est pompier dans un régime cyclé de garde, là, on est obligé de respecter les horaires, puisque les gardes, c'est de 8h à 8h le lendemain, ou de 7h à 19h. Ça, c'est très carré. Là, on arrive toujours à l'avance pour la relève des collègues, mais sinon, c'est très carré. Moi, je fais une 40aine d'heures par semaine, à peu près. Voilà. Très bien. Quelles sont les qualités essentielles des pompiers de votre branche? L'adaptabilité, c'est une qualité essentielle. Et de toute façon, on le voit, puisque peu importe la situation sur laquelle on va se présenter, il faut être capable de s'adapter à celle-là. Empathique aussi. Je pense que c'est une qualité qui se perd un petit peu aujourd'hui. Et pour un métier comme celui-là, l'empathie, c'est être capable de se mettre à la place des autres sans forcément s'y mettre. C'est-à-dire que être capable de se mettre à la place de l'autre, c'est comprendre ce que la personne ressent. D'accord? Et ça permet de pouvoir mettre un curseur d'émotion. C'est-à-dire se dire, est-ce que je dois être plus ou moins affecté par la situation? Ouais? J'ai été clair? Ok. Donc empathique, adaptable, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Disponible, que ce soit physiquement ou mentalement, il faut être disponible, parce que moi quand j'ai une astreinte d'une semaine pleine, du lundi au lundi, je sais que je ne peux pas partir en week-end. Je sais que si je dois aller faire des courses, je suis obligé de prendre ma voiture de service parce qu'on peut m'appeler pendant que je fais mes courses. Donc ça demande une organisation aussi, avec les enfants, dans les activités, tout ça. Voilà, après, je ne sais pas s'il faut plus. Si vous pouvez continuer. Sportif, est-ce que alors, sportif, humain, humain ça revient. Alors, sportif, oui. Volontairement, je n'ai pas dit sportif. Pourquoi? Même si c'est très important, parce qu'en fait, notre corps, ça fait partie de nos outils de travail. Je vous ai amené, on verra peut-être après dans une deuxième partie, quelques petits jeux qu'on a dans les camions. Vous verrez que la partie physique chez les pompiers, elle est importante. Pourquoi? Parce que quand on va se retrouver complètement équipé pour rentrer dans un feu, on va rajouter à peu près une trentaine de kilos sur nous pour rentrer dans un feu, pour peut-être sauver quelqu'un, pour tenir une lance qui a 6 barres de pression, donc c'est beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a du recul, donc il faut la tenir. Et puis, si jamais, parce qu'on est toujours en binôme chez les pompiers, on travaille par deux.
On n'a pas le droit de rentrer dans une pièce tout seul, c'est pas possible. Et si jamais, et pourquoi? Parce que si jamais un des deux fait un malaise, ou il y a quelque chose où ça ne va pas, il faut que l'autre puisse sortir en urgence son collègue. Donc tout ça, ce sont évidemment des situations où le physique va compter. C'est-à-dire que oui, sportif, il faut l'être. Néanmoins, comme je le disais, je reviens un petit peu sur ce que je disais au tout début, 80% des pompiers sont des sapeurs-pompiers volontaires. Là où on manque de sapeurs-pompiers, c'est dans la partie rurale. Vous savez ce que c'est rural? Ça veut dire loin des villes, à la campagne. Et bien, à la campagne, on va rechercher des sapeurs-pompiers volontaires. Ça peut être le boulanger du village, ça peut être l'agent immobilier, enfin peu importe. On cherche tous les profils. Et si la personne n'est pas très sportive, c'est pas très grave, parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'engagement différencié. C'est-à-dire qu'on peut être sapeur-pompier et ne monter qu'à l'ambulance. Et nous? Et ne monter qu'à l'ambulance. Qu'à l'ambulance? Oui. Conduire, par exemple. Oui, voilà. Voilà, il ne fera pas de feu. D'accord? Ça s'appelle un engagement différencié. On tend de plus en plus vers ça, comme ça tout le monde peut trouver ce qu'il veut chez les pompiers. Ok, mais bien sûr, il faut être sportif, ça c'est oui, une qualité qui est de base. Mais aujourd'hui, c'est plus un critère obligatoire pour rentrer dans le monde des pompiers. Et puis moi, voilà, prenez mon exemple. Moi, je suis quelqu'un d'assez sportif de base. Mais mon corps, je l'utilise presque plus dans le monde des pompiers. Parce que quand moi j'arrive sur l'intervention, j'organise l'intervention, je fais de l'interservice, c'est-à-dire je parle avec le maire, le préfet, je commande les hommes, mais à aucun moment je remets ça sur le dos, je tiens la lance. Moi c'est fini, je ne fais plus du tout ça. Donc je ne fais plus d'efforts physiques, je suis là pour organiser l'intervention. Donc je l'ai fait pendant plus de 12 ans, j'ai été équipier, chef d'équipe, donc toute cette partie du métier je l'ai faite, je l'ai comprise. Donc c'est très intéressant, c'est physique effectivement, mais maintenant là aujourd'hui, les qualités physiques, elles ne sont pas obligatoires pour que je fasse bien mon métier. Est-ce qu'il y a d'autres qualités de travailleurs, vous l'avez dit? Oui, rigoureux, parce que même ceux qui sont des vrais pompiers de bureau, c'est-à-dire ceux qui font de la prévention, je prends souvent cet exemple, ce sont des gens qui appliquent les textes pour dire l'école Fleming elle va recevoir un avis favorable parce qu'elle a mis les issues de secours, elle a mis la taille des issues, des passages, tout ça c'est réglementaire. Et c'est une commission de sapeurs-pompiers qui vient et qui délivre un avis avant l'ouverture. Et avec une visite périodique, vous devez être au courant. Et donc la rigueur c'est important parce que là, à chaque fois, ce sont des pompiers qui signent et qui mettent donc leur responsabilité en jeu. Et ça vaut partout, sur intervention c'est pareil, on ne peut pas faire n'importe quoi. On a un cadre légal et réglementaire qu'on doit respecter. Et si jamais ça se passe mal, ou que la personne n'est pas contente et qu'on se retrouve avec une victime qui porte plainte parce qu'elle estime que les pompiers n'ont pas bien fait leur travail, ça peut arriver, c'est déjà arrivé, ou que les assurances disent « ah là ils ont mis trop d'eau pour éteindre le feu », ça arrive aussi. Non, c'est vrai. On se doit d'être rigoureux et d'appliquer un certain nombre de règles et de lois dans notre métier. Donc sérieux, rigoureux, travailleur, évidemment. Avec quel autre corps de métier de vos relations? Plein. On est en contact en permanence, forcément avec les forces de l'ordre, que ce soit la police, la gendarmerie, puisque quand on a un accident, on les appelle pour venir sécuriser le site, avec les services autoroutiers également, parce qu'ils vont venir faire le balisage. Vous savez ce que c'est un balisage? Ok, on va baliser la scène de l'intervention pour mettre le personnel en protection, pour éviter le suraccident. On est en partenaire direct avec EDF, GDF, donc toute l'électricité, le gaz, puisque quand vous avez un feu dans un immeuble, il faut couper le gaz, il faut couper l'électricité, parce que ça peut être dangereux. Pourquoi est-ce qu'on coupe le gaz? Et puis, ça peut être des partenaires institutionnels, comme la mairie. On continue avec l'exemple du feu, puisque c'est un bon exemple le feu, parce qu'il y a plein de services qui vont interagir. La personne qui occupait l'appartement, il va bien falloir qu'elle dorme le soir quelque part. Si son appartement il a un feu, il va falloir la reloger. Donc là, c'est vers les services de la mairie qu'on va se tourner. Il va y avoir peut-être du chômage technique, parce qu'au rez-de-chaussée, il y avait un commerce, et que comme ça a brûlé,
et bien les gens se retrouvent au chômage, parce qu'ils n'ont plus de travail. Pareil, ça, ce sont des aspects qu'on va voir avec les services municipaux. Donc tout ce qui est institutionnel, c'est-à-dire la mairie, la préfecture, le département, ça très régulièrement. Et de façon plus occasionnelle, on est en droit de réquisitionner certaines choses. Je prends un exemple encore d'un feu de hangar agricole, par exemple, avec du foin, avec je sais pas, des cuves, avec des ammonitrates, de l'engrais, des choses comme ça. Et bien peut-être qu'on va solliciter son tracteur pour pouvoir nous aider à déplacer des choses. On est en droit de le faire, ça, de réquisitionner. On a le droit de réquisitionner une voiture si on estime qu'on a besoin de la voiture. Alors c'est pas comme dans les films, hein, où on saute sur la voiture en disant je prends votre voiture, c'est pas comme ça que ça marche. Mais on a ce droit de réquisition si on estime que ça va être bénéfique pour l'intervention. Quelles sont les perspectives d'emploi pour la prochaine décennie? Il y a une évolution du métier. Il y a une évolution du métier. Alors moi, je vais pas parler comme quelqu'un qui a 90 ans, comme si ma carrière était derrière moi, parce que j'ai 35 ans, donc je suis un petit peu en milieu de carrière. Et ce qui est certain, c'est que notre métier a évolué par les types de missions aussi. Je vous ai dit qu'on faisait 80% de secours à personne, ça n'a pas trop changé, mais c'est plutôt dans l'approche avec les gens que ça a changé. La société. Avant, être pompier, c'était aimé de 100% des gens. 100% des gens trouvaient que le métier de pompier, c'était un métier qui était courageux, qui était une vocation. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Donc, on a des échanges avec la population qui sont un petit peu plus difficiles qu'avant. Ça, c'est pour la partie sociétale, c'est-à-dire la société. Si on continue dans ce domaine-là, on a l'évolution climatique qui a un impact direct pour nous. La sécheresse a un impact direct dans le métier de pompier, parce que plus de feux, plus de départs de feu. Et puis, on voit que les feux de forêt, au début, c'était que sur le pourtour méditerranéen. On est bien placé ici pour le savoir. Là, on se rend compte que les feux de forêt, ils montent. Vous avez vu qu'il y a eu des gros feux de forêt à Bordeaux, dans les Landes. Vous avez vu tout ça, vous avez suivi. Et les feux de forêt commencent à remonter. Donc ça, pareil, c'est un impact. Parce qu'il y a des départements qui n'étaient pas dotés de camions de feux de forêt, parce qu'ils n'avaient pas de raison de l'être, parce qu'ils n'avaient pas ce risque-là. Donc pareil, ça c'est une évolution, il faut se remettre en question, il faut se mettre à former, il faut investir. Voilà. Donc on a cette évolution-là qui fait qu'on doit surtout s'adapter. Maintenant, est-ce que c'est un métier avec des possibilités d'embauche? Ben oui, forcément, parce que plus il y a d'habitants, plus on va avoir besoin de pompiers. On a des interventions qui sont en constante augmentation. On fait toujours plus d'interventions. Je vous disais à peu près une toutes les 7 secondes en France, mais ça continue à augmenter tout le temps. Donc oui, c'est un métier d'avenir. Il y a souvent la question, je ne sais plus quelle est posée, mais je sais que c'est posé régulièrement, est-ce que ça serait impacté par l'intelligence artificielle, votre métier? Oui. Dans quel domaine? Comment? Et bien, en plus, je suis bien placé pour le savoir, puisque je suis à l'innovation et la nouvelle technologie, donc c'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel je me penche particulièrement. Comment est-ce que, avec les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle, on peut aider les pompiers? Et je vous prends un exemple tout simple, parce que j'essaye de développer ça. Ça n'existe pas, c'est le principe de l'innovation. L'innovation, c'est j'ai un problème, et je vais inventer une solution qui n'existe pas encore pour régler ce problème. C'est ça l'innovation. Et donc, moi, je suis parti sur le principe d'aide à la décision pour celui qui commande sur les feux de forêt. Celui qui commande sur les feux de forêt, donc quand on a un feu de forêt, c'est beaucoup de danger pour les pompiers. D'accord ? C'est des flammes qui font 30 mètres, il fait chaud, ça fait peur. Donc, on est formé pour ça, c'est notre métier. Mais c'est quand même un danger permanent, et pour celui qui commande tous les hommes, c'est une source de stress. D'accord ? Et à part une carte, aujourd'hui, on a une carte parce qu'on connaît nos massifs, on connaît l'environnement, on doit décider sur une carte de comment est-ce qu'on va attaquer le feu. À quel endroit, à quel moment, avec combien d'eau. Parce que l'eau dans la forêt, il n'y en a pas beaucoup. Donc de l'eau d'un camion, ça se vide en 5 minutes, 5-6 minutes, il n'y a plus d'eau dans le camion. Donc ça ne sert à rien de faire 5 minutes d'extinction pour aller faire le plein pendant une demi-heure, le feu il va continuer. D'accord ? Donc tout ça c'est de la stratégie opérationnelle qu'on met en œuvre, ok ? Mais aujourd'hui ce que j'aimerais avec de l'intelligence artificielle, c'est arriver à ce qu'il y ait une application qui fasse des propositions, ou du moins des scénarios qui anticipent en disant, vu que le feu il est parti comme ça, avec un vent, avec une température, avec une hygrométrie, avec des paramètres
on rentre dans l'algorithme, où est-ce qu'il va être dans une heure ce feu? Avec quelle violence il arrivera? Et donc, vu que tous les accès sont rentrés, qu'il fasse une aide, qu'il fasse une proposition au commandant des opérations de secours en disant, pour moi, il ne faut surtout pas aller là, parce que ça va être dangereux, il va arriver trop fort, et avec le relief, le vent et tout ça, on n'arrivera pas à l'éteindre de toute façon. Donc n'envoyons pas de bonhomme là, précisément. Par contre, dans 3 quarts d'heure, on peut essayer d'aller l'attendre sur ce petit col, avec cet espace, puisque le relief est favorable, parce qu'on a une grande prairie, donc on est protégé, et si on se met tous là-bas, là on va avoir une chance de le calmer, voire de l'arrêter. Et ça, l'intelligence artificielle, typiquement, elle peut le faire. Ce sont des algorithmes tout simples, et elle peut être force de proposition, et donc aider la décision des commandants des opérations. C'est un exemple sur lequel je travaille en ce moment. Donc oui, l'intelligence artificielle, elle peut venir nous aider. Ouais. Est-il possible de décrire une journée type? Oui. Donc il y a deux journées types. Il y a la mienne et celle des pompiers, vous l'avez compris. Moi, je suis dans mon bureau tous les jours. Donc je travaille avec mes missions, j'organise mes réunions, j'organise mes ateliers comme je l'entends, et puis comme mon directeur aussi me dit que je dois, vers quelle direction je dois aller. Mais ce qui va être plus intéressant pour vous, je pense, c'est une journée type d'un pompier en caserne. La journée type d'un pompier en caserne, il y a la prise de garde, ça veut dire qu'en général on arrive un quart d'heure, 20 minutes avant le début de la garde. Pourquoi d'ailleurs? Imaginez, vous êtes sapeur-pompier, vous venez de faire 24 heures à l'ambulance, ça veut dire que vous n'avez pas ou très peu dormi pendant 24 heures. Vous avez eu le temps de manger, vous resterez quand même, mais vous arrivez à la fin des 24 heures de travail. Vous êtes fatigué. D'accord? Imaginez que votre garde termine à 8 heures et que personne ne vient avant 8 heures. Ça veut dire que si jamais il y a une intervention qui part à 7h55, vous êtes obligé de prendre l'intervention et de peut-être partir pour 2 heures. Donc pourquoi est-ce qu'en général on arrive avant? C'est pour relever ceux qui sont fatigués. Ça veut dire qu'on vient une demi-heure en moyenne avant, ça permet de relever les collègues, ça permet de leur dire c'est bon, s'il y a une intervention qui part, je la prends, tu peux t'habiller et commencer à rentrer chez toi. C'est essentiellement pour ça qu'on arrive bien en avance. D'accord? Donc voilà, ça c'est le début de la garde. Ensuite, à 8h pile, on va dire que c'est de 8h à 8h, enfin de 8h à 8h le lendemain, 24 heures, d'accord? À 8h pile, il y a un rassemblement. Le rassemblement, il sert à faire l'appel pour voir si personne ne manque à l'appel, pour voir s'il n'y a pas d'absent, pour voir s'il y a des gens qui sont malades, blessés. On le fait en tenue complète de feu. Pourquoi? Parce que ça permet de voir que tout le monde est bien sa tenue. Personne n'a oublié son gant chez lui ou son masque à la maison ou dans la voiture. Voilà. Comme ça, on s'assure que les équipements de protection individuelle sont bien là et que tout le monde est bien équipé pour la garde. D'accord? Avec une passation de consignes. Ça peut être le thème de la manœuvre, ça peut être attention, dans ce camion-là, il y a ça qui est cassé. Ça peut être tout et n'importe quoi. On a rencontré une problématique la veille sur une intervention, voilà. Ça fait 5-6 fois qu'on va chez la même personne pour la relever. Donc attention, il faut être vigilant, si jamais vous le faites, vous me prévenez. Voilà. C'est le sous-officier de garde qui gère sa garde et qui fait le rassemblement. Ensuite, il y a une partie vérification des véhicules, donc tous les matins. Tous les pompiers en France montent dans leurs véhicules sur lesquels ils sont affectés et vérifient tout. Donc, véhicule, que ce soit l'échelle, le camion feu de forêt, le fourgon qui part sur les feux, on le sort, on essaie tout, on ouvre on déroule les tuyaux, on les branche, on regarde s'il n'y a pas de tuyaux percés, on fait des tests. De façon à ce qu'il n'y ait aucun problème quand on arrive sur l'intervention. Pas de mauvaise surprise. Et surtout, on sait où c'est. Quand on va chercher une lance, un tuyau ou un outil, une pièce de jonction, on sait dans quel coffre c'est. C'est de perdre du temps. Parce que quand on est sur intervention, on ne perd pas de temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut aller vite et griller des feux rouges et tout ça, parce que les minutes dans notre métier sont très importantes. D'accord? Ensuite, une fois que la montée en véhicule est faite, vous avez la manœuvre. Donc c'est une manœuvre tous les matins à thème. Donc le thème il est décidé par le sous-officier de jour, qui va dire on va faire une manœuvre désincarcération par exemple. Donc on va sortir le camion pour désincarcérer les gens. C'est-à-dire un entraînement Oui, c'est un entraînement, une manœuvre, ouais, dans un domaine bien précis. Ça peut être de la désincarcération, ça peut être un atelier, réanimation cardio-pulmonaire pour faire le massage cardiaque, du secourisme.
voilà, ça peut être voilà, ce qu'on estime être opportun ce jour-là. D'accord? Ensuite, vous avez 2 heures de sport, on disait. Donc le sport collectif, sport individuel. Ensuite, on mange quand même. Vous avez une phase un peu de repos. Repos. C'est-à-dire qu'après de midi et demi à peu près, 13h jusqu'à 15-16h, c'est quartier libre. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Vous mangez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ensuite, pareil, on refait un atelier un peu manœuvre, mais plutôt théorique. D'accord? Donc dans une salle de cours. Voilà. Et on peut refaire du sport à la fin de la journée à partir de 17h, entre 17h et 19h. Et après 19h, on mange. Et, voilà. Et dans tout ça, s'il y a une intervention qui tombe, eh ben on décale. C'est-à-dire qu'on quitte ce qu'on est en train de faire, on monte dans le véhicule et on part sur l'intervention. Est-ce qu'on est plus dérangé la nuit que le jour à la caserne? Alors ça dépend là où vous êtes, forcément, mais il y a plus d'interventions le jour que la nuit, forcément, les gens y dorment, donc normalement. Mais ceci dit, vous prenez des villes comme Nîmes ou Montpellier, vous n'allez pas beaucoup dormir si vous êtes à l'ambulance. Parce que ce sont des grosses villes et donc ils sortent tout le temps. Oui, on est même obligé de se remplacer pour pouvoir manger. C'est-à-dire qu'on a du mal même à rentrer à la caserne parce qu'on est appelé tout le temps. Je vous dis, dans l'Hérault, c'est toutes les 6 minutes, je crois, une intervention. Au niveau national, on a juste toutes les 7 secondes. C'est énorme. Donc on est très sollicité. Est-ce que vous savez ce que c'est? Des casques. Ok. Est-ce que vous savez pourquoi j'en ai 2 différents? Celui de droite, c'est les casques de feu. D'accord. Et lui? Alors celui-là, c'est pour les feux de forêt. Ça, c'est le casque feu de forêt. Donc, je vais essayer. Et ça, c'est le casque pour les feux urbains. D'accord? Ah ouais. Ça vous va très bien, quoi. Comment tu peux faire complètement? Tu l'as Qui vu, c'est le deuxième, Charlie. Et alors, bah oui, c'est bon. Et tu as aussi la lire. Ah oui. J'espère qu'elle nous voit, parce que si elle est quand il va intervenir. On a aussi des lunettes de protection. Voilà. C'est personnel ou c'est. Ça, c'est un méca, c'est une dotation personnelle. Vous savez à combien. Donc, ça, ce sont les casques. Vous savez à combien. Jusqu'à combien de degrés il peut résister, ce casque-là? 200. Un peu plus. 200. Un peu plus. 500. Un peu moins. 300. 300 degrés pendant 5 minutes. Après, il va commencer à fondre. Et puis après, ce sera mon cerveau qui va commencer à fondre. Voilà. Ok, donc on a des équipements de protection individuelle, des casques jusqu'aux Rangers. Tout notre uniforme, il est conçu et fait pour résister au feu, mais pas que. Vous connaissez mes Rangers, ce sont des bottes de protection sur lesquelles on peut faire passer un camion. Donc ça résiste à jusqu'à combien de tonnes sur l'écrasement. On a un coup de tronçonneuse dessus, c'est pas grave, parce qu'on a des tronçonneuses, un camion feu de forêt. Donc on a des équipements qui sont conçus pour notre sécurité. Ok ? Toutes les tenues sont ignifugées, c'est-à-dire que vous pouvez essayer de faire mettre une flamme sur mon t-shirt ou mon pantalon, ça ne prendra pas. Alors la lance, les lances, on en a plein de différentes, d'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une lance, ça nous sert forcément à lancer l'eau, voilà, exactement. Mais on a plusieurs façons de jeter de l'eau sur un feu, parce que si vous jetez de l'eau sur un feu, sans trop comment comprendre ce qui va se passer, vous risquez de vous brûler. C'est curieux ce que je dis. Hein.
Mais si vous mettez trop d'eau sur un feu, vous allez vous brûler. Pourquoi? Non. Vapeur. Ça va contourner? Vapeur d'eau. Ah oui. La vapeur d'eau est plus chaude que les fumées. C'est-à-dire que si vous mettez trop d'eau sur un feu, ça va faire trop de vapeur. Qui dit trop de vapeur, ça va revenir et ça va vous brûler. On a des accidents chez les pompiers qui paniquent et qui mettent trop d'eau sur un foyer. La vapeur se dégage et elle vient brûler nos pompiers. Donc on se brûle avec de l'eau. C'est-à-dire qu'on peut gérer le débit avec ça. D'accord? Donc combien d'eau va sortir de la lance. Et le type de jet. C'est-à-dire qu'on peut avoir un jet bâton, on peut avoir un jet diffusé. Voilà, tout ça, ce sont des techniques d'approche et d'extinction qu'on étudie en formation. On forme nos pompiers à ça. Ça s'appelle la technique opérationnelle. Ok? Donc, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Oui. Alors, ça s'appelle un ARI, un ARI, un appareil respiratoire isolant. Ça va nous servir à quoi? À respirer que ce qu'il y a dans la bouteille. Donc si vous rentrez dans un feu, forcément l'air est irrespirable. Donc nous, on se crée une bulle saine. Donc on respire de l'air. Donc il y a quoi dans la bouteille? Non, je veux dire, on respire de l'air. Donc il y a quoi dans la bouteille? De l'air. Voilà, il y a de l'air comprimé. Et oui, si c'était que de l'oxygène, ce serait difficile. Voilà. D'accord? Donc on met de l'air sous pression ici. Et on a tout un système, on met ça sur le dos et ça nous permet de respirer là-dedans. On s'en sert aussi pas que sur les feux. On peut s'en servir pourquoi? C'est pas prévu pour. Ah, si vous tombez dans l'eau parce que vous tombez dans une piscine par mégarde avec ça, ça va vous permettre quand même de respirer un petit peu, mais c'est pas prévu pour. Pour le chimie? Oui, exactement. Pour tout ce qui est vapeur. Dès que du moment qu'il y a de la vapeur chimique ou des risques avec ce qu'on respire, pareil, on est là-dessous. Et pour faire le déblai aussi. Une fois qu'un feu est terminé, on va aller gratter les murs, on va aller gratter les poutres, on va aller gratter pour être sûr que le feu ne reprenne pas. On avait tendance, depuis quelques années, enfin avant en tout cas, on le faisait sans ça, parce que ça c'est lourd, c'est pas pratique. La problématique, c'est qu'on s'est rendu compte que même quand le feu était éteint, dans la pièce, il y avait des émanations de gaz mortels, qui sont très dangereux pour la santé, et donc que c'était presque pire que pendant le feu. Une fois que tous les murs sont noirs, c'est là où c'est dangereux en fait. Même si vous rentrez vous et qu'il fait plus chaud du tout, ça sent, vous sentez que ça sent le brûler, ça c'est dangereux. D'accord? Des gaz qui contiennent plein de choses pas bonnes du tout pour la santé. Ok? Donc maintenant on les met aussi pour le débit. Donc, ça se met. Pas de souci. C'est bon? Alors, on va faire ça jusqu'au bout. Voilà. Oui. Exactement. Après, on va rassembler tout ça, vous avez filmé les détails, ça vous permet de meubler une page. C'est prêt pour l'intervention, Clément? On ne sait pas si c'est de l'aéronautique ou du... Alors, il y a plusieurs choses là-dessus. Il y a ceci. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est pour s'approcher. C'est une ligne guide. Ligne de vie, il faut approcher. C'est une ligne de vie. Ouais, c'est ça. Ça sert à tout ça, tout ce que vous avez dit. D'accord? C'est une ligne guide. Ça veut dire que si vous partez sur un feu de parking souterrain, d'accord? C'est sur peut-être pas des centaines de mètres, mais sur une bonne dizaine de mètres, vous voyez rien du tout. Il va bien falloir que vous accrochez quelque part. Et bien vous allez petit à petit, vous allez vous déplacer, vous avez des cordons sur les côtés sur lesquels vous rattachez. Donc soit vous vous attachez sur la ligne de vie, soit vous vous attachez à votre équipier aussi, c'est possible. C'est-à-dire qu'on reste là, pas loin. Voilà, ça sert à ça. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça. Est-ce que c'est ça? Alors c'est quoi? À donner la lumière, montrer la lumière, une enveloppe de l'eau. Une valise. Une valise. Une bombe à retardement.
c'est une balise qui va détecter si le porteur arrête de bouger. Si jamais il fait un malaise ou qu'il a un problème et qu'il tombe par terre, elle va se mettre à crier. Tout par terre. Bouge pas, bouge pas. Donc on verra s'il ne bouge pas. C'est bon, c'est Et donc, bon. ok. Le détecteur de mouvement. Oui, c'est ça. Oui, quand ça sonne, ça fait beaucoup de bruit. Là, je le déclenche pas parce que vous avez entendu rien que de l'allumer et de l'éteindre. Déjà, on entend que ça fait du On bruit. connaît Imaginez. les alarmes. Ouais, voilà. Bah, c'est ça, mais pour une personne. Ça permet de la localiser aussi. S'il tombe dans un coin et que moi je vois rien parce qu'il y a de la fumée, je sais, je vais me diriger avec le son. On parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure. Je suis en train de travailler sur un projet qui va permettre de géolocaliser les pompiers au mètre près quand ils ont un problème. Ensuite, vous avez ça. C'est lourd, hein? Oui. C'est un manomètre, ça mesure la pression. La pression qu'il y a dans votre bouteille d'air. Et les bouteilles d'air, attention, ça va exploser. Alors, à combien est-ce qu'elle est chargée? Il est à 290. 290 bars. Donc vous avez 290 bars, c'est votre autonomie. Ok, donc plus vous consommez, plus vous allez respirer dedans fort parce que vous êtes stressé ou parce que vous êtes essoufflé, et bien plus votre autonomie va diminuer. D'accord? Vous voulez qu'on le fasse respirer? Non? Donc on est obligé de mettre le casque, pourquoi? Parce que sinon ça... Voilà, c'est à quoi je suis. Ensuite on va le faire courir un petit peu. Sinon, on va lui mettre des feux. Oui, bien sûr. Bon, le plus est. Je pense que le plus, ça sera un peu. Oui, bah, c'est pas grave. C'est bon. Voilà. C'est bon. Ça sert? Ouais. Comme ça. Ça, c'est la position. Voilà. Là. Donc ça, c'est avant de rentrer dans le feu. Bon, évidemment, il n'y a pas tout le reste. Hein. Parce que le reste, c'est lourd aussi. Hein. Je les ai dans la voiture, mais je ne vais pas tout emmener. Mais la grosse veste de feu, le surpantalon, on est bien équipé. On a les radios, on a tout ça. D'accord? Donc ça, c'est avant de rentrer. Il ouvre sa bouteille, il vérifie s'il a bien ce qu'il faut en termes de barres. On ne rentre pas dans un feu en dessous de 250 barres, parce que sinon on a trop peu d'autonomie et ça ne sert à rien de faire rentrer quelqu'un pour 5 minutes. S'il doit rentrer dans un environnement à risque ou dangereux, il faut qu'il ait un minimum d'autonomie pour soit faire un sauvetage, soit commencer à éteindre le feu, soit faire des choses. Mais s'il n'a que 5 minutes pour travailler, ça ne sert à rien de mourir. Ok? Et ensuite, il s'équipe. On s'équipe toujours en miroir avec son binôme. Je vous ai dit tout à l'heure, les pompiers fonctionnent à deux tout le temps, en binôme. Pourquoi? Ça permet de voir s'il est bien habillé, s'il a bien mis tout comme il faut au niveau sécurité. Si les sangles elles sont bien réglées, si c'est bien resserré, s'il n'y a pas de vrille sur les épaulières. D'accord? Et ben, ça me paraît pas mal. Là. Donc maintenant on met le masque. Donc là, il respire encore notre air. Il respire par là. Là, s'il se couche, il respire. D'accord? Ça va? Et ça c'est problématique aussi. Parce qu'une fois qu'on a mis le masque et tout ça et qu'on va rentrer, alors il y a le feu qui fait du bruit, il y a le stress, il y a tout. Pour communiquer avec le binôme, parce qu'en plus on voit rien, il faut crier presque dans les masques. Et donc, une fois qu'il rentre, juste avant de rentrer dans le feu, on approche la soupape, d'accord? C'est une soupape avec un détendeur qui fait que l'air de la bouteille passe dans le circuit, se détend, parce qu'on ne va pas lui mettre 290 bars dans la bouteille, sinon ça va être très compliqué. D'accord? Donc ça se détend et ça arrive à peu près à 1 bar, ici. Ok? Et donc quand je branche, normalement, il va respirer. Voilà, la tomber. Vous avez la main, mon pied à côté. Alors ce qui est très
qui va pas bien. Ah. Tu dis, hein. Ok. Ce qui est important, c'est que, je le disais, c'est que tout soit étanche. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait pas d'air qui rentre. Parce que si jamais c'est pas étanche, regardez. La bouteille se vide forcément. Okay, puisque là, on crée un environnement où il ne respire que l'air de la bouteille. Si jamais il y a une infiltration de quoi que ce soit, eh ben, du coup, la bouteille elle va se vider pour garder l'espace respirable. Ok. Tu veux marcher un peu avec? Alors dites-vous qu'en plus de l'équipement, de ça, plus tout l'équipement, on voit rien, il fait noir, il fait chaud, on doit passer sous des tables, on doit... Voilà. On va marcher sur la lune. Un dernier truc que je ne vous ai pas montré, c'est ça. Ça, c'est une arrivée, notre arrivée de l'air. À quoi ça peut servir de avoir une deuxième? Sinon, c'est pour faire respirer le patient qui est au sol ou qui a un problème. Pour faire respirer le patient. Enfin, oui, le patient, oui, la victime. Oui, nous, on ne parle pas de patient, mais pas des médecins, on prend en charge des patients. Nous, on sauve des victimes. Donc, oui, la victime, effectivement, si on trouve quelqu'un dans le feu, réfugié quelque part dans une armoire, sous un lit, comme ça a pu arriver, on a une cagoule, alors que je n'ai pas là, on a une cagoule qui s'accroche là. On enlève la cagoule, on met la cagoule sur la personne, c'est comme un sac en plastique, hein, grosso modo, mais dur. Un sac, c'est pas le sac plastique des courses, hein, c'est pas la même chose. Mais c'est comme une cape qui s'arrête ici. Et on la branche là-dessus. Comme ça, on est tous les deux et on consomme sur la bouteille la victime, plus le sauveteur, plus le pompier. Et si, effectivement, il y a un pompier qui n'a plus d'air, ça permet de se brancher aussi sur une bouteille de quelqu'un qui a encore d'air. Quand on arrive à la fin, ça va toujours? Quand on arrive à la fin, et ben, quand on arrive à la fin, ça sonne. Quand on arrive et qu'il reste que 50 bars, ça siffle fort, on va essayer de faire. Et donc ça veut dire qu'il faut sortir. Il vous reste 50 bars pour sortir. Parce que les pompiers qui travaillent, ils ne regardent pas tout le temps ça. C'est rare même, parce que quand on a un feu, quand on a un sauvetage, quand on est dans l'effort, on a tendance à oublier de regarder où est-ce qu'on en est au niveau autonomie. D'accord? Donc c'est un rappel. C'est bon? Alors, ça dépend des fonctions qu'on a administratives. Moi, je suis dans un service et j'ai 4 personnes en management direct dans mon service. Là, dans mes fonctions précédentes, j'en avais un peu plus, un peu moins. Donc ça, c'est pour la partie administrative. Et comme je le disais tout à l'heure, sur intervention, je peux aller jusqu'à commander une centaine d'hommes. Enfin, d'hommes avec un grand H, une centaine de pompiers. Et le fonctionnement d'une caserne, ça se divise comment? C'est commandé par quel grade? Ça dépend de la caserne. Ça dépend de la caserne parce qu'il y a des petites casernes, donc avec que une toute petite caserne, ce sont dans les milieux ruraux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc plus on se retire des villes, plus on va dans la campagne, et plus on se retrouve avec ce qu'on appelle des petites casernes. Donc c'est des petites infrastructures, des fois c'est la taille de la pièce avec un garage. Ça suffit parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intervention. Et là, ce sont des gens qui sont 100% volontaires et d'astreinte. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de garde postée. Les gens ils viennent à la caserne que s'il y a une intervention. Donc ça, c'est vraiment la petite caserne avec des pompiers qui sont au BIP, c'est-à-dire qu'ils sont au travail avec un BIP. Voilà. Jusqu'à la plus grosse caserne, à savoir un centre de secours principal, comme il y a à Nîmes, où on peut avoir jusqu'à 10-15 000 interventions par an. Donc ce qui fait que là, ce sont des gardes postés, avec un mélange de professionnels et de volontaires. Et donc les chefs de ces centres de secours ont un grade différent en fonction de la taille de la caserne et du volume d'intervention qu'on va avoir. Sur les grosses casernes, vous avez en général un capitaine jusqu'à commandant, voire lieutenant-colonel.
pour les plus grosses casernes. Et en dessous, il a des services, il a un adjoint, il a des services, donc il peut avoir jusqu'à 3, 4, 5 officiers directs sous ses ordres qui ont des services, formation, ressources humaines, logistique, tout ce qu'on va retrouver au niveau du département, on le retrouve dans la caserne. Oui. Comment on fait pour la remplir? On souffle dedans. Non, je plaisante. On a un compresseur, on a des compresseurs qui envoient de l'air sous pression et qui remplit la bouteille d'air qui met la pression dedans. Parce que il faut forcément une machine. On ne peut pas le faire à la main. Oui. On utilise combien de barres en 1 minute? Ça dépend. Ça dépend de l'effort, ça dépend du stress, ça dépend de la personne. Si elle est sportive ou pas. Moins elle est sportive, plus elle va consommer. Hein, on a vu tout à l'heure que notre outil de travail c'était le corps humain. Et là par exemple, combien de temps il a gardé Clément, combien de temps à peu près? 2-3 minutes? Il est à 270 watts. Donc il est à peu près à 290. Il a gardé 5 minutes. 20 barres. Voilà. À peu près. L'autonomie du bled, du NRI, c'est combien pour un personne sportive? Ça dépend, mais grosso modo, il faut partir sur à peu près 15 minutes d'autonomie. Que ça, sur le côté? Oui, 15-20 minutes. Oui, donc ça réduit le champ d'intervention à 15-20 minutes. Ouais. Oui, mais après on pourrait mettre 3 bouteilles, comme ça on aurait 3 quarts d'heure d'autonomie, mais ça ne deviendrait pas possible parce que ce serait beaucoup trop lourd. En fait on doit faire ça, c'est-à-dire qu'on doit faire la balance entre la contrainte, si c'est lourd, si c'est encombrant, et l'autonomie. Donc plus vous allez être sportif, et c'est vous qui allez réguler votre ventilation et votre consommation d'air. Et comme on ne peut pas diviser le binôme, je l'ai déjà dit, on ne coupe pas un binôme en deux, ça veut dire que celui qui rentre, si jamais il y a un sportif et un pas sportif du tout, et ben, au bout de 5-10 minutes, le pas sportif du tout, il va devoir tirer son collègue pour lui dire « moi il faut que je sorte parce que j'ai plus d'air », alors que l'autre a encore de l'air. Oui. La lance. La lance, elle jette de l'eau ou un produit? Les deux. Ça dépend de ce qu'on met dans le tuyau. Avec ça, on peut... donc on a de l'eau, hein. Comme vous le savez, pour éteindre les feux, c'est plus pratique d'avoir de l'eau. Mais on a aussi un produit qu'on appelle du mouillant ou du moussant, parce qu'on peut faire de la mousse. C'est pour les feux de pétrole? Oui. C'est pas que pour les soirées. C'est aussi... Ça nous sert à quoi? Alors pourquoi est-ce qu'on met de la mousse sur un feu? Parce que un feu, la dégueulasse de l'eau, elle va augmenter le feu. Pour pas qu'il se propage aussi. Ouais. Alors on les met surtout sur des feux d'hydrocarbures. Mais on peut les mettre sur d'autres choses. La mousse. Alors du coup, à quoi est-ce qu'elle sert la mousse? On est comment? Ouais, exactement. La mousse, elle va venir faire une couche au-dessus du liquide inflammable, vous avez, d'accord? Et cette couche de mousse-là, elle va venir faire à la fois bloquer l'évaporation du produit, parce que ce sont les vapeurs qui brûlent. Ce ne sont pas le produit qui brûle, ce sont les vapeurs qui brûlent. Donc elle va venir empêcher l'évaporation du produit, et elle va venir refroidir aussi la surface qui est en feu. Elle coupe l'oxygène aussi du feu, et donc c'est comme ça on est beaucoup plus efficace en mettant de la mousse. On peut mettre aussi, sur certains feux, on va mettre du mouillant, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec de l'eau et de l'additif, ce qui va nous servir à faire de la mousse, sauf qu'on ne met pas d'air, donc il n'y a pas de mousse. C'est de l'eau un peu visqueuse. Ça va nous servir à éteindre, par exemple, des gros feux de bois avec des rondins de bois où ça a chauffé énormément à l'intérieur. On va avoir des petits trous un peu partout et l'eau va pouvoir s'infiltrer beaucoup mieux en mettant ce produit-là dedans. Donc on a plusieurs façons d'éteindre un feu. Est-ce qu'on met que de l'eau sur les feux? Qu'est-ce qu'on met aussi, à part la mousse? De la terre. De la? De la terre rouge. De la terre? Oui, pour étouffer les flammes. Tu retardes pas? Oui, je retarde. Retardant, ouais. Pas de la terre. C'est de ça que vous voulez parler? Ça, c'est le film américain, mais c'est le seau de sable, c'est... Mais je veux dire qu'on met de la terre sur des flammes,
Oui, c'est vrai, mais oui, d'accord. Tu peux mettre un seau de terre sur la flamme. Mais bon, quand tu as un appartement en feu ou un feu de forêt, ça va être compliqué de jeter de la terre dessus. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'éteindre un feu? Par exemple, sur un feu de compteur électrique, on met quoi? Non. Ça, c'était le film américain. Vous en avez dans les extincteurs. Vous avez des extincteurs avec de l'eau, vous avez des extincteurs avec... Un truc avec de la neige harmonique. Non. Pas la neige harmonique. De la poudre? Ouais. On éteint aussi avec de la poudre. Alors c'est de la poudre, c'est pas du sable, hein, c'est de la poudre chimique, mais on peut éteindre des feux avec de la poudre et avec du CO2. Si on enlève l'oxygène, il n'y a plus de feu. Vous connaissez le triangle du feu ou pas? Ah oui, ça un combustible. Oui. Combustible, comburant, énergie d'activation. En fait, vous avez un triangle avec le combustible, c'est l'oxygène. Voilà. Pour faire un feu, on a besoin de 3 choses. On a besoin d'un combustible. Est-ce que vous savez ce que c'est que le combustible? C'est ce qui va brûler. Donc, non. Qu'est-ce qui va brûler? Ouais. Du bois, du papier, tout ce qui se brûle, toute matière qui est combustible. D'accord? Donc il peut s'enflammer. Ensuite, il nous faut du comburant. Qu'est-ce que c'est le comburant? Exactement, ça va être l'oxygène. D'accord? Et comme dans l'air, il y a de l'oxygène, eh ben, le feu, si il est à l'air libre, c'est-à-dire qu'au niveau comburant en tout cas, il sera autonome et il pourra brûler pendant 10 000 ans s'il veut, puisque de toute façon, cette ressource-là, elle est inépuisable. Sauf si vous lui mettez de la mousse dessus. Hein, vous vous souvenez tout à l'heure, on a dit je mets de la mousse sur les vapeurs, ça veut dire que j'enlève ça. Hop, la lampe ne peut plus se faire, ok? Et enfin, l'énergie d'activation. C'est quoi une énergie d'activation? Voilà, quelque chose qui veut l'activer. En général, c'est de la chaleur. Ça peut être une étincelle, une flamme. Et ça dépend. Ça dépend du produit. Parce que si vous prenez du combustible, si vous prenez par exemple de l'essence, il va s'enflammer beaucoup plus vite que du diesel. Ça veut dire que l'énergie d'activation, elle n'aura pas besoin d'être très forte pour enflammer l'essence. Vous prenez une allumette, vous la mettez sur une flaque d'essence, ça s'embrasse de suite. Vous faites ça sur du diesel? Non, il faut attendre parce qu'il faut réchauffer le diesel, ça s'enflamme moins bien. Ok? Voilà, triangle du feu. C'est tout simple, hein? Bon, en vrai, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais déjà, ça, c'est pas mal. Si on a compris ça, on a compris que notre boulot à nous, c'est soit de casser ça, soit de casser ça, soit de casser ça. Voilà comment on éteint un feu. Soit on l'étouffe, soit on refroidit tellement qu'il n'y a plus de chaleur, donc ça ne sert à rien. Soit on enlève le combustible. Je prends un exemple, vous prenez un feu de palettes de bois, vous avez 6 palettes qui brûlent et il y en a 60, bah, vous prenez les 54 qui restent, vous les enlevez le combustible. Donc le feu ira pas plus loin que les palettes qui sont en train de brûler. Ça va le faire la part du feu.